Face à l'info, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble de 19h à 20h. Regardez le sommaire ce soir. Alors que le Brexit est effectif depuis plus d'un mois, le français peut-il devenir la langue de l'Union européenne? L'expansion de l'anglais est-elle inexorable? En quoi la francophonie peut-elle jouer un rôle et est-elle importante pour la France? L'édito d'Éric Zemmour. L'Union européenne critique la décision unilatérale de l'Allemagne de fermer ses frontières avec le Tyrol autrichien et la République tchèque. Comment analyser cette fermeture des frontières et en même temps l'instauration de plans de relance en commun ou d'achat de vaccins mutualisés dans l'Union? L'édito d'Éric Zemmour en deuxième partie d'émission. À l'approche de la présidentielle de 2022, la question du remboursement de la dette publique dont le montant a explosé sous l'effet de la pandémie suscite de nombreuses interrogations au sein de la classe politique. La dette, faut-il l'effacer? Cette question ravive-t-elle le clivage gauche-droite? Est-ce un débat franco-français? Décryptage, Dimitri Pavlenko. Alors que des projets de rachat d'entreprises européennes par des groupes étrangers menacent, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, fustige la dépendance excessive de l'Union européenne à l'égard de l'Asie. Quels sont les secteurs véritablement stratégiques? Le gouvernement se donne-t-il réellement les moyens de ses objectifs de souveraineté industrielle? Analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Telle est la phrase que l'on doit à Antoine de Lavoisier, père de la chimie moderne. Il décompose le 16 février 1785 l'eau en hydrogène et oxygène. Marc Menon nous retrace la vie de cet homme de science qui sera guillotiné. Voilà, 1 heure avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Éric Zemmour avec vous tout de suite pour commencer. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne qui dispose de 3 langues de travail officielles, pourrait-elle permettre une montée en puissance du français au sein des institutions européennes largement acquises à l'anglais depuis déjà une vingtaine d'années? Disons que ça ne va pas être simple. En fait, il faut bien comprendre que l'anglais ne devait pas être la langue des institutions européennes. D'abord parce que tout simplement les Anglais n'étaient pas dans le marché commun d'origine, l'Europe des 6, et qu'à l'époque, les institutions européennes parlaient français. Et quand les Anglais ont enfin réussi à rentrer dans le marché commun, vous savez qu'ils ont été refusés 2 fois par le général de Gaulle, en 62 et en 67, et que c'est Georges Pompidou qui finalement les a laissés rentrer. Il y a eu un accord entre le président français Pompidou et le Premier ministre anglais de l'époque, Edward Heath, qui s'était engagé auprès de Georges Pompidou afin que l'anglais ne soit jamais la langue des institutions européennes et que le français continue à demeurer la seule langue des institutions européennes. Et cet accord, évidemment, comme toujours avec la perfide Albion, n'a absolument pas été respecté. Et je dirais, parce que je me moque des Anglais, mais que ce ne sont pas seulement les Anglais qui sont responsables de ça. Ce sont d'abord les autres pays qui poussent à l'utilisation de l'anglais, les Allemands, tous les autres pays qui sont rentrés depuis, et les élites françaises, mais je vais y revenir. Donc là, ça commence très mal. J'ai quelques chiffres que j'ai notés. Les documents français, les documents des institutions européennes, il y avait encore 35% de ces documents qui étaient en langue française en 1999. Il y a seulement 20 ans. Aujourd'hui, c'est 3,7%. Ah oui, quand même, oui. Et tout le reste est en anglais. Et tout le reste en anglais, évidemment. D'autres chiffres, si ça vous amuse. La dernière fois, le parquet européen qui vient de se créer a décidé d'écrire et d'intervenir en anglais. Lors du dernier discours de l'Union de la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, elle l'a fait quasiment exclusivement en anglais. Donc vous voyez, c'est vraiment... l'anglais a complètement écrabouillé les autres langues, et en particulier le français. Et effectivement, si les Anglais n'étaient pas sortis, s'il n'y avait pas eu le Brexit, on n'aurait même pas cette discussion. C'était acté pour tout le monde, et les Français, une fois de plus, pour la plupart, avaient accepté leur défaite. C'est uniquement parce que les Anglais sont sortis qu'il ne reste en vérité que 2 pays, Malte
et l'Irlande à parler anglais, donc ça fait 5 millions d'habitants sur 540 millions ou 544 millions, donc ça fait pas lourd, qu'on commence à se dire, mais tiens, on pourrait peut-être parler autre chose que l'anglais, vous voyez, et que les esprits s'échauffent. Donc, je pense, effectivement, que c'est le moment de lancer une contre-offensive en faveur du français, de rappeler que le français était la langue originelle des institutions européennes, que l'anglais ne devait pas le remplacer et qu'il n'y a aucune raison de parler anglais alors que les Anglais en sont sortis. C'est l'occasion rêvée. Encore faut-il la souhaiter et engager le combat. La montée en puissance de l'anglais comme langue internationale et langue de travail, est-ce qu'elle est inexorable? Et si oui, pourquoi? Alors, pourquoi? C'est assez simple. L'anglais est la langue de la mondialisation. C'est la langue de la mondialisation libérale, c'est la langue de la puissance dominante hégémonique, les États-Unis, c'est la langue du business, c'est alors que la France est plutôt la langue de la culture, la langue, vous voyez, il y a deux mondes là qui s'affrontent. Et les institutions européennes depuis 20 ans, depuis 30 ans, sont complètement vouées à cette idéologie libérale, libre-échangiste, qui repose sur le commerce et le droit. Donc voilà, donc ça c'est assez simple. Deuxième raison, en fait, il y a dans les institutions européennes, dès l'origine, ce que j'appellerais le fantasme américain. Vous savez, Jean Monnet, qui est le père de l'Europe, n'était pas pour rien très proche des États-Unis. Certains disent même qu'il était un agent de la CIA. En tout cas, son organisme d'origine était financé par la CIA. Il était très proche des États-Unis, très hostile au général de Gaulle et à l'Europe des nations, très hostile aux nations elles-mêmes, d'ailleurs, pas seulement la France, mais toutes les nations. Et en fait, lui, dans sa tête, si vous voulez, on ne faisait l'Union européenne ou le marché commun que pour être un appendice des États-Unis. Si vous voyez, c'était ça dans leur tête. Et c'est le fameux mot de Paul Valéry que je vous cite souvent en 1919 ou en 21, enfin vraiment tout de suite après la Première Guerre mondiale. Les Européens rêvent d'être dirigés par une commission américaine. C'est exactement ce qu'on a. Madame von der Leyen, c'est ça. C'est une commission américaine. Vous voyez, cette phrase est prophétique. Il y a aussi, dans le schéma que je voudrais tracer, le rôle des élites françaises. C'est-à-dire que, vous savez, le général de Gaulle faisait ses discours dans tous les pays où il passait. Il se piquait de faire un discours ou une partie de discours dans la langue du pays. On a ce fameux discours que j'invite tout le monde à aller regarder sur Internet, parce que je l'ai retrouvé sur Internet, qui est le fameux discours à la jeunesse allemande lors de son voyage, son périple en Allemagne, où il le fait intégralement en allemand. C'est fascinant. C'était sa langue scolaire, hein, il avait appris l'allemand. Mais évidemment, on connaît Marchamos, Mano en la Mano au Mexique, etc., etc. Et la seule langue qu'il n'a jamais parlé, c'est l'anglais. Et il disait, moi je ne parle pas la langue de l'Empire. Évidemment, il y a un changement à partir de Giscard. Et Giscard, lui, se veut moderne, se pique de parler anglais, avec son accent chouintant, il est ridicule, mais il ouvre la porte. Et à partir de là, l'anglais, c'est très intéressant, dans les mentalités des élites françaises, devient la langue de la modernité, et ceux qui ne parlent pas anglais sont ridicules, sont ringardisés. Je vous donne une anecdote qui m'avait marqué à l'époque. Quelqu'un qui est un peu oublié aujourd'hui, Jacques Barrot, qui était un centriste, ministre, etc. Et à la fin de sa carrière, il est nommé commissaire à Bruxelles. Et je me souviens de la campagne de presse de l'époque, disant « Ah non, mais il est ridicule, il ne parle pas anglais ». C'était une condition sine qua non pour devenir commissaire européen. Et le pauvre Jacques Barrot a pris des cours d'anglais. Il avait 60 ou 70 ans. Et il était tellement ridicule. Et quand on voit Sarkozy qui parle mal anglais, Hollande qui parle mal anglais, qu'est-ce que disent les élites françaises? Ah, il est ridicule. Ils sont ridicules. Quand Macron arrive, vous vous souvenez de ses premiers voyages, il se retrouve devant les jeunes de je ne sais pas où, en Inde ou je ne sais pas où, et il fait un numéro en anglais pour bien montrer que lui n'est pas comme le ringard Hollande, qu'il parle un anglais fluent. C'est nos élites.
comme ces cours qui sont donnés en anglais dans les écoles de commerce ou à Sciences Po, ou encore, mieux encore, dans des grandes entreprises françaises, ces comités exécutifs où il n'y a que des Français et où on parle anglais. J'ai des exemples à foison. Ça, ce sont aujourd'hui les élites françaises. Les élites françaises sont défaitistes et sont soumises à l'impérium culturel et anglais. Alors que ce sont des combats qu'on peut mener. Je vous donne un exemple. La Cour de justice des communautés européennes. Eh bien, depuis des années, il y a une pression pour que ça se fasse en anglais et les juges résistent. Tout est rédigé et exécuté, parlé en français. Donc la CJCE aujourd'hui, quand même une des institutions majeures de l'Union européenne, s'exprime en français comme à l'origine du marché commun. Donc on peut résister. Comme vous l'avez dit Christine, c'est une des 3 langues de travail, l'allemand, le français et l'anglais. Bon, l'allemand, d'abord, c'est plutôt difficile à parler, et en plus, comme c'est la langue du Troisième Reich, les Allemands ne poussent pas vraiment à ce que tout le monde parle allemand. Ça fait mauvais genre. Donc l'anglais, ils ne sont plus là, donc on a une chance extraordinaire. Encore faut-il la jouer. On pourrait pas. En plus, on a une deuxième chance, à laquelle on ne pense pas. Les institutions européennes, la principale, sont à Bruxelles. À Bruxelles, on parle français. Un commissaire européen qui vient de sa Bulgarie ou de son Estonie et qui veut demander une baguette de pain, pour acheter une baguette de pain, il doit parler français. Donc ils sont obligés d'apprendre le français pour vivre. Ou alors il vit dans un blocos avec des armées de domestiques qui parlent estonien. Vous voyez, c'est pas simple. Donc ils sont obligés d'apprendre à parler français. Donc on a une chance formidable. Il faut simplement que nos représentants, nos hauts fonctionnaires, 80% des hauts fonctionnaires européens, encore aujourd'hui, sont francophones. Donc il faut obliger dans toutes les réunions les hauts fonctionnaires européens, les membres, les commissaires, à parler français. Et s'ils ne parlent pas français, eh ben, on dit excusez-moi, mais moi je ne comprends pas. Vous voyez, c'est un combat de résistance. On a une chance unique de reprendre le pouvoir au sein des institutions européennes et il faut la jouer. Il faut la jouer à fond. Il faut exiger que tout le monde parle français. Je pensais en termes, après j'ai une autre question sur la francophonie, mais je pensais en termes de résistance au Parlement européen qui se trouve à Strasbourg. Aussi, vous voyez, Strasbourg, tout le monde parle français. Mais il n'y a plus... Non mais c'est vrai, tout le monde parle français. Mais oui, évidemment. Mais on parle de délocaliser le Parlement européen. Mais de toute façon, pour le délocaliser, on va la mettre à Bruxelles. Et à Bruxelles, on parle français aussi. Donc pour notre sujet, on s'en moque. Oui, mais Non mais c'est vrai. On peut discuter de ce sujet pendant 3 heures et j'adore Strasbourg, c'est une ville magnifique, etc. etc. Mais en tout cas, là, entre Strasbourg et Bruxelles, il n'y a pas de sujet. Tout le monde parle français. Sauf que Strasbourg, c'est en France. Oui, mais Bruxelles, vous savez, pour moi, c'est toujours la France. Ah. Non, mais moi, vous savez, il y a toujours les armées de Napoléon là-bas à Bruxelles. C'est comme à Milan, c'est comme à Cologne. C'est le meilleur moyen de promouvoir le français. Absolument. Mais oui, mon cher, c'est le meilleur moyen. Mais c'est une autre discussion. Je suis pas sûr, justement. Ah oui, mais vous avez raison. Des Belges. Alors, non, je parle pas des Belges. Les Flamands, mais bon. Mais c'est un vrai sujet. Non, mais allez-y. C'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Les armées d'occupation françaises, c'est un vrai sujet. Je suis d'accord avec vous. Éric Zemmour, en quoi la francophonie est-elle importante pour la France ? Si vous voulez, j'essaierai d'étendre. La francophonie, ça veut dire l'usage du français dans le maximum de pays. Il y a 2 sujets. Il y a la francophonie, l'Afrique, où il y a beaucoup de locuteurs français, et puis il y a le français au sein de l'Union européenne. En fait, le français a été, si vous voulez, une langue internationale pendant longtemps. C'était la langue des cours, la langue de la diplomatie. Vous savez que le traité de Westphalie a été écrit en français, 1648, que tous les traités étaient écrits en français. La première fois que l'anglais s'immisce et devient l'autre langue, c'est pour le traité de Versailles en 1919. Donc vous voyez, entre 1648 et 1919, tous les traités sont écrits en français. Vous connaissez la célèbre phrase de Frédéric II de Prusse, donc un Prussien, qui disait je parle italien aux femmes, je parle français avec Voltaire et je parle allemand à mes chevaux. Il se moquait quand il y a eu les premiers écrivains
allemands au XVIIIe siècle qui venaient lui proposer des textes, des romans en allemand, il ne voulait pas les lire. Il était le roi de Prusse. Il disait non. Il écrivait en français et demandait à Voltaire de le corriger. Mais évidemment. Mais même quand on lui demandait des livres en allemand, il disait non, allez, écrivez en français et puis arrêtez votre cirque. C'est ça. Donc il y a un double basculement. Il y a le premier basculement, c'est avec la guerre de 7 ans, 1756-1763, traité de Paris en 1763, on perd le Canada. Et en perdant le Canada, en vérité, on perd l'hégémonie du français sur toute l'Amérique. On l'a oublié, mais le français a failli être la langue des États-Unis d'Amérique. Ça s'est joué à très peu. Voilà. Et comme les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale, eh bien évidemment, la langue des États-Unis est devenue... C'est pas l'anglais qui est la première puissance, qui est la langue mondiale aujourd'hui. C'est l'américain, mais c'est l'anglais. Bon. Donc vous voyez, ça s'est joué à très peu. Et ensuite, l'anglais est devenu la langue de la modernité, etc. Je l'ai déjà dit. Et donc, on a, si vous voulez, un vrai combat parce qu'une langue, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement un véhicule de communication. C'est aussi l'expression d'un univers intellectuel, d'un univers culturel. Chaque langue incarne un monde. L'anglais, on le sait tous, ça incarne le commerce, les affaires, le business, quoi. La modernité économique. Le français, ça incarne c'est plutôt la langue de la clarté et donc de la pensée, donc de l'expression, de la raison. On voit bien cette différence-là. Et on voit bien que, si vous voulez, il n'est pas anodin de parler anglais, de parler français. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même univers, ce n'est pas le même monde qu'on veut défendre. Et d'ailleurs, ce n'est pas le même monde qu'on impose aux autres. Parce que soyons honnêtes, Jean-Sébastien me taquinait sur Napoléon, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort, c'est-à-dire que le nationalisme, dans tous les pays d'Europe, et en particulier en Allemagne, se fait contre la France et contre la langue française. Herder et Fichte expliquent que le français est une langue décadente et que l'allemand seul est resté la langue pure. On est en 1820, 1830, et ça va faire tout le 19e siècle. Donc, Jean-Sébastien me taquine, mais il a raison. Il y a un vrai combat des langues. Et à partir du 19e siècle, tous les nationalismes essayent de retrouver leur langue. Et même on en invente. Et le sommet, c'est Israël, avec ses linguistes qui réinventent une langue qui n'existait plus, à partir uniquement de la langue de l'Ancien Testament. Vous voyez, les Irlandais ont fait ça aussi, d'ailleurs, avec Ossian, etc. Donc le gaélique, ça aussi, c'est une langue réinventée. Vous voyez, c'est pour vous dire que la langue, c'est la langue de la nation, c'est la langue de l'âme d'un peuple, pour parler comme Michelet, et c'est la langue de l'impérialisme, puisque chacun veut être le latin de l'époque. Hein, la France est le latin de l'époque au XVIIe et au XVIIIe, voire au XIXe, et l'anglais est le latin d'aujourd'hui. Donc, au sein de l'Union européenne et au sein de la francophonie, c'est un combat, j'allais dire, pour la domination sur les esprits. Et ce n'est pas rien. Et donc la France doit mener ce combat. Le problème, c'est que nos gouvernements ne veulent pas le mener. C'est le vrai problème. C'est-à-dire que les gouvernements français, sous Emmanuel Macron comme sous les autres, se moquent comme d'une guigne du français, à part quelques individus. On me raconte dans les institutions de Bruxelles que certains se battent et disent aux commissaires ou aux fonctionnaires européens « Eh ben, il faut parler français ». Et évidemment, les autres essayent de glisser de l'anglais. Et il y a quelques Français qui disent « Mais moi, je ne comprends pas, il faut parler français et c'est tout ». Vous voyez, mais c'est un combat de tous les jours. Et notre gouvernement ne veut pas. Je voyais l'autre jour à la télévision Clément Beaune, mon nouvel ami, à la BBC, qui lui aussi fait son petit Macron, qui lui-même faisait son petit Giscard, et tout fier de parler anglais à la télévision et de répondre en anglais. Non, il doit répondre en français. Il est représentant de la France. Je me rappelle qu'Emmanuel Macron, pour la journée de la francophonie en mars 2018, il avait quand même critiqué le fait qu'on parlait trop l'anglais et que le français n'était pas assez valorisé. Vous savez, en même temps d'Emmanuel Macron me rendra toujours chèvre. C'est quand même extraordinaire. Je vous dis, ce type passe son temps à jouer, regardez comment je parle bien anglais, et en même temps, il va dire devant la francophonie, ah bah oui, il faut parler français. Mais
Éric, est-ce qu'il n'y a Marmenant. pas un saccage interne aujourd'hui? C'est-à-dire que là, moi je trouve votre débat forcément, la langue française elle est tellement sublime, elle a été portée, vous l'avez dit Frédéric II, mais n'oublions pas la grande Catherine, etc. Mais aujourd'hui, on a la langue inclusive, on jargonne, le vocabulaire, on ne passe plus sous la langue, on est là, on est tout fiéros de détourner, d'être soi-disant créateur en affadissant ce qui a été un véritable joyau des palais. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, ça commence par nous. Ben voilà. C'est-à-dire que comme on n'aime plus notre langue, on ne la défend plus, on ne l'impose plus dans sa beauté aux enfants. Moi, je suis très frappé de ça. Vous avez tout à fait raison. On ne leur montre plus la beauté de cette langue. Et on la fait plus vivre. Jean-Sébastien. Non, On mais, la fait plus vivre. ensuite, parce mais que- déjà, on la défend plus. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, mais il y a aussi, alors une expression pour le coup c'est assez révélateur, du coup il n'y a pas d'expression française équivalente, mais le soft power, parce que l'imposer aux autres, C'est dommage déjà. c'est hein. compliqué, mais vous voyez bien cette espèce d'influence en quelque sorte, parce que l'anglais c'est effectivement la langue de l'économie, mais c'est aussi la langue de la culture pop, parce qu'on Absolument. l'apprend tous quand même aussi en écoutant des chansons... Oui. à la Depuis les radio. années 60, quoi. Non mais exactement, mais surtout on la fait pas tellement vivre alors que les Québécois le font, les Espagnols le font, les Espagnols ne disent pas des jeans par exemple, nous on dit des jeans pour parler des pantalons qu'on porte, eux ils disent des vaqueros, les pantalons de vachers, enfin de garçons vachers littéralement, et donc malheureusement On devrait dire ne quoi se bat On pas devrait sur dire ce- quoi, Jean-Sébastien? Bah, sur le jeans, ce que vous, bah, Non, mais la là, toile par de exemple- Nîmes, vous savez que par de exemple- Nîmes c'est Ah. parce que c'est la toile de Nîmes, Bien les sûr. Anglais Mais ont par importé exemple, un mot français. logiciel, eh ben, on a réussi à trouver un mot en français. Oui, mais regardez, s'en sort très bien. mais parce que Mais nous c'est vrai sommes que les aussi- Québécois défendent la Mais langue plus les que Québécois nous. sont formidables. Ils nous peut- regardent, on les salue. Mais Non, d'ailleurs. mais franchement, les Québécois sont Mais formidables. peut-être parce que nous sommes un peu rigides et que nous attendons que la commission ou que l'académie valide des années après quel est le mot pour dire email en français, alors qu'il y a des usages qui peuvent s'imposer. Non, c'est Regardez, pas la ça, mais- plasticité de l'anglais, elle s'impose aussi par justement les usages du quotidien. Mais en Dimitri. même temps, on passe son temps à critiquer. Pardonnez-moi. On passe son temps à critiquer l'Académie française. Alors, on n'attend pas forcément. Oui, mais, Non, oui, moi, mais je pense le qu'il y a problème, aussi, c'est qu'on ne le fait pas nous. Ah oui. Vous Dimitri devriez, vous, trouver le mot pour dire, enfin, vous ou nous, pour Ouais. dire un email, pour dire. Non, mais c'est Un vrai que courriel, les c'est Américains, pas mal. les Américains Alors, sont Dimitri. très forts pour forger des termes nouveaux que nous, on n'arrive pas à Oui. faire. Mais je voudrais On dire en une chose. forge, on a des mots nouveaux chaque année dans le dictionnaire. Oui, mais c'est malheureusement, souvent- on suit, on mais est oui, souvent en retard, c'est et vrai. puis, Une ce fois sont que des les plus ou usages moins se des sont déjà- anglicismes. C'est vrai. me permets. Dimitri. Dans le Yuval Noah Harari, qui a écrit un livre très intéressant avant Homo Deus, il avait écrit Homo Sapiens, dans lequel il dit un truc intéressant. Il dit les hommes, ils ont une tendance à aller converger vers l'unité. Aujourd'hui, vous avez 50 000 langues qui sont pratiquées dans le monde, et on estime qu'à l'horizon de la fin du siècle, 95% de ces langues auront disparu. Pourquoi? Parce que l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'il restera le chinois, il restera l'espagnol, il restera l'anglais, peut-être le français, on l'espère, qui est quand même parlé par 400 millions de personnes à travers le monde. Mais si vous voulez, c'est un combat, effectivement, Eric Eh a oui, raison, eh c'est oui. un combat d'assimilation d'une langue Ah, par Mais l'autre. c'est pas Mais attendez, du tout pardonnez. pratique une langue. Une langue, c'est la Mais alors, c'est poésie. ce que j'avais justement. C'est Parce qu'il y a l'âme deux- qui est touchée. Pardon, Voilà. Éric il y a- Zemmour. Il y a deux discussions. Il y a deux discussions. Il y a la discussion de la beauté de la langue française, Oui, oui, qui n'est effectivement plus respectée, voire méprisée, oui. dans les écoles, par les gens, et puis, que ça soit dans les banlieues ou dans les grandes villes, que ça soit par les classes très populaires ou que ça soit dans les élites bourgeoises, des deux côtés, on méprise la langue française. Ça, c'est une chose. Et à l'école, on ne la fait Pas plus d'accord. aimer. Ah si, vraiment. Non, non, je suis pas d'accord. Oh, Je pense que. Mais vous avez vu comment elle est parlée? Mais écoutez, il y a des gens qui savent. Écoutez, vous écoutez le rap, j'entends pas des gens qui méprisent la langue française. Ils l'aiment à leur manière, ils se l'approprient Non, mais à leur le rap, manière. c'est pas l'école. On hein, aime, c'est on non n'aime plus, pas. Dimitri. Mais vous avez le classicisme que vous défendez, et vous avez parfaitement raison, et je le défends aussi, et l'orthographe qui va avec, etc., etc. Ceci dit, je conteste pas à d'autres l'amour qu'ils peuvent porter à cette langue, même quand ils la déforment d'une certaine manière. Mais attendez, est-ce que vous avez vu la pauvreté du langage dans le rap? Ah bah je suis pas d'accord avec vous là. Ça dépend Non, je suis pas des d'accord. auteurs. Ça dépend. Bon, messieurs, Il y a les deux. on va pas parler Les rap. deux. Ouais, non le plus. rap, vraiment, c'est- On va pas parler rap. Bref. Mais Éric Zemmour, vous Alors on va parliez me dire que je connais pas. vous donc parliez ça, de c'est deux une points. Discussion Vous- sans fin. Éric Zemmour, vous parliez de deux points. Ah mais oui, il y a deux Premier points. point. Il y a le point sur La la beauté pauvreté, de la langue. la beauté de la langue, La voilà. beauté de la Et le langue. deuxième point Excusez-moi, moi j'écoute encore de la chanson française des années 60, Ah, mais moi aussi, 70, moi aussi. 80, et il y a un monde Moi j'aime avec, Bobby Lapointe. avec la langue d'aujourd'hui, des chansons populaires. Parce que quand vous avez Aznavour et compagnie, ils étaient aimés par les classes populaires. Bien sûr, et là, vous avez vous raison. voyez
l'effondrement du niveau de langage de tout le pays. Moi, je n'aime pas l'idéologie du rap, mais je trouve que... Non, mais même la langue, même la langue. Bon. Et deuxièmement, il a des copains, Sébastien, c'est-à-dire faire vivre la langue, c'est-à-dire inventer des mots nouveaux. C'est deux choses, excusez-moi, deux choses différentes. D'accord. C'est Céline qui fait travailler la langue, qui la moule à sa façon, qui lui donne une puissance, qui permet d'avoir la force. Mais lui, il réinvente. Bon, messieurs, Parce qu'imposer une vision du monde, c'est aussi s'adapter à celui tel merci beaucoup. Tout ça, c'est très théorique. Mais pour conclure, dernier mot là-dessus. On parlait de la langue dans les institutions européennes. Qu'est-ce qu'on fait là, par exemple, si on veut effectivement pousser les choses et pousser le français ? Moi, je pense qu'il faut combattre au sein des institutions européennes pour imposer le français partout. En plus, on a de la chance. La commissaire, par exemple, le président von der Leyen, elle est francophone. Pardon. Oui. Et elle est rhénane. Il y a un groupe de fonctionnaires qui lui avait écrit, elle n'avait pas répondu, il semblerait, en disant justement qu'il fallait faire parce qu'il y a le snobisme de l'anglais, français, des élites qui veulent parler anglais, je l'ai déjà expliqué. Et il y a au fait, en plus, que le gouvernement français ne défend pas la langue française. C'est un combat de tranchées. Voilà, c'est un combat de tous les jours de tranchées. Et ils ne le font pas, ils ne le mènent pas, à part, je vous dis, quelques exceptions que je salue. Oui, et souvent de la théorie et pas forcément de la pratique. Dans un instant, on va rester sur l'Union européenne. Mais oui. On parlera de... Est-ce que c'est le retour des frontières, retour aux nations, puisque l'Allemagne ferme ses frontières? Est-ce que c'est un paradoxe par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne? Marc Menon, on parlera d'Antoine Delavoisier et on parlera un peu science aujourd'hui avec vous, puisque le 16 février marque une date très importante. Avec vous, mon Jean-Sébastien Ferjou, on parlera des projets de rachat d'entreprises européennes par des étrangers qui réveillent un peu Bruno Le Maire et qui se dit attention, notre réindustrialisation, c'est peut-être le moment ou jamais. Là aussi, on parlera justement de l'Europe et aussi de la théorie et de la pratique. Est-ce qu'on va enfin passer du discours aux actes? Et Dimitri, tout de suite, on va parler un petit peu de la dette. Pour changer. Je vous avais écrit épisode 4321. Non, mais ce qui est intéressant cette fois, c'est de parler sous un angle différent, le clivage gauche-droite, parce que là, on voit que la dette, elle est vraiment au cœur de la politique entre la gauche et la droite. Alors, je vais faire mon lancement officiel, Dimitri. Donc, alors, pas un jour en ce moment dans la presse sans une tribune, effectivement, on l'a remarqué, sur la dette. Et si la France ne remboursait pas ce qu'elle a emprunté pendant la crise sanitaire, et si on effaçait tout simplement la dette Covid qui plombe les finances publiques, tout le monde en parle, il y a des arguments techniques, à savoir si c'est possible ou pas, et puis il y a le débat politique. Est-ce que l'on retrouve un clivage droite-gauche autour de cette question de la dette? Eh bien non. Tout ça pour ça. Mais c'est vrai que merci, à bientôt. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant, c'est que cette question de la dette, est-ce qu'il faut l'annuler ou pas, bouleverse complètement tous les camps traditionnels. Alors, aujourd'hui, vous avez en gros deux camps. Vous avez les annulationnistes, désormais c'est comme ça. Les annulationnistes. Moi je les appelle comme ça. Ah, mais c'est bien. Voilà. Et on fait vivre la langue. Ouais, voilà. Grâce à la dette. Voilà. Alors, et les détophiles alors. Voilà. Et les détophobes. Ces annulationnistes, vous avez quand même massivement beaucoup de gens de gauche. On va retrouver l'économiste Thomas Piketty, fer de lance de cette fameuse tribune parue il y a 10 jours, appelant et expliquant comment on pouvait procéder pour annuler la dette. Vous allez trouver Jean-Luc Mélenchon, vous allez trouver aussi Arnaud Montebourg, ça fait plusieurs mois qu'il a pris position sur le sujet. Mais dans ce même camp, vous allez trouver des gens comme Alain Minc, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un homme de gauche, comme François... Si, lui, il dit qu'il est un homme de gauche. Oui, enfin bon. Ah non, mais on en parlera avec lui. Vous avez qu'à l'inviter après. Oh, c'est fait. Mais oui, c'est fait. On l'a invité plusieurs fois. On attend sa réponse. D'accord. On va trouver aussi François Barouin de LR, Aurélien Pradier aussi de LR également, qui plaident eux, alors plutôt à droite. On n'aime pas tellement le terme d'annulation, qui est quand même connoté plutôt à gauche. On va plutôt parler de cantonnement de la dette ou de transformation en une dette perpétuelle. Enfin. On peut dire ce qu'on veut, ça revient à peu près à la même chose. Et en face, donc, vous avez dans le camp des anti-annulations, c'est-à-dire ceux qui disent il faut arrêter de s'obséder avec cette fameuse dette, le fameux ratio dette sur PIB de 120%. C'est vrai que c'est un chiffre impressionnant, mais regardez les taux d'intérêt, on emprunte à zéro, voire en négatif. Le service de la dette aujourd'hui, à 120%, nous coûte moins cher qu'il y a 15 ans quand on était à 65%. Et le danger, justement, serait précisément d'annuler cette dette, parce que là, ça anéantirait la crédibilité de la signature de la France vis-à-vis des investisseurs internationaux. Alors, dans ce camp-là, vous allez trouver surtout des gens de droite,
En tête, évidemment, Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Bon, peut-elle dire autre chose, elle, que Christine Lagarde, son poste l'oblige à défendre le principe qu'une dette, ça se rembourse. Vous allez trouver Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui l'a encore répété ce week-end, Éric Woerth aussi, mais aussi, et c'est là qu'on retrouve un peu notre chamboulement, des économistes plutôt classés à gauche, à commencer par Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, Henri Sterdyniak, qui aussi fait partie des économistes atterrés, et quelqu'un qui est un peu plus au centre, comme Jean Pisani-Ferry, qui n'est pas très connu, mais c'est un économiste influent. Voilà, il est au C'est lui qui a fait le programme économique de Macron. Exactement. Entre ces deux camps, le débat est extrêmement violent. Vous allez sur Twitter, je ne dis pas les noms d'oiseaux qui s'échangent. Chacun poursuit évidemment des objectifs différents tout en défendant ses deux points de vue. Et c'est frappant de voir aussi que ce débat, c'est une invention purement française. Et depuis le tout début de la pandémie. On est les plus forts. Voilà, bien que. Non, mais comment c'est possible? Le sujet, il est en train d'essaimer un petit peu partout en Europe, notamment dans des pays très endettés comme l'Italie, mais aussi la Belgique. Attends, j'ai d'autres questions, mais non, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi uniquement Une en chose France? simple. Pourquoi? On est un pays politique. Voilà. C'est-à-dire? Pas les autres. C'est-à-dire que nous, on mange de la politique au matin, midi et soir. On pense politique. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, on ne comprend rien à l'économie. On pense politique. On voit les choses en termes politiques, en termes idéologiques. Les autres, ils voient les choses, les Allemands, en termes économiques, industrie. Vous voyez, chacun, c'est pas leur monde. Nous, on invente la politique. On l'a inventée depuis 2 siècles. Ça continue. Il n'y a que les Italiens qui sont aussi forts que nous, mais là, c'est... Voilà, c'est... Alors, pardonnez-moi, hein, Dimitri. Alors... Non, mais c'est une question fondamentale. Pourquoi nous, on a ces débats-là et les autres ne l'ont pas? Voilà, que ce soit franco-français. Alors, les Allemands l'ont. Les Allemands l'ont maintenant? D'accord. Alors, mais pas autant que nous, c'est ça en fait. Alors Dimitri, techniquement, ça serait quand même intéressant d'annuler la dette. Il faut quand même avouer que ça serait magique. Ah bah écoutez, ce serait formidable. Vous allez voir votre Elle pense à ses petits emprunts. Non, mais imaginez votre emprunt immobilier d'un coup. Bientôt grand-mère, non je rigole. Non mais si vous écoutez les annulationnistes, quand vous lisez la tribune par exemple de Piketty, c'est intéressant parce qu'ils expliquent comment on procéderait. D'abord, de quoi on parle? On ne parle pas de toute la dette, de 120% de dette, uniquement la dette Covid, c'est-à-dire l'argent que l'État a emprunté l'an dernier sur les marchés pour financer l'urgence, c'est-à-dire le chômage partiel, les plans sectoriels sur l'automobile, sur l'aéronautique, mais aussi les commandes de vaccins, les hôpitaux, etc. C'est cet argent-là. Ça représente au niveau européen, regardez le chiffre est assez impressionnant, presque 900 milliards d'euros entre mars et août levés sur les marchés. Pour vous donner une idée, 900 milliards d'euros, c'est ce que l'ensemble des États membres de la zone euro ont emprunté pendant la crise financière en 1 an et demi. Là, on l'a fait en à peine 5 mois. Rendez-vous compte quand même du volume. Il se trouve que parmi les États européens emprunteurs, c'est la France qui est le plus gros emprunteur. On a emprunté l'équivalent de 13% du PIB, de notre richesse nationale, c'est-à-dire 290 milliards d'euros. 290 milliards d'euros, c'est ce que la France a collecté comme impôt sur l'ensemble de l'année 2019. Et c'est donc ce qu'on a emprunté en l'espace de 6 mois, pour vous dire à quel point l'échelle. Cette dette maintenant, qui la détient aujourd'hui? Alors, on dit que c'est la BCE, un petit peu le FMI, le Fonds monétaire international, mais les 2 tiers, c'est qui? C'est la Banque de France. Voilà. Autrement dit, cet argent, on se le doit à nous-mêmes. Pourquoi on ne le ferait pas disparaître par un simple jeu d'écriture comptable? On se dit simplement, on raye, et alors là, on serait vraiment totalement dans l'argent magique. On a créé l'argent et on supprime le coût qu'il aurait. Pourquoi on ferait ça? L'avantage, c'est qu'on aurait pas d'argent à rembourser, ça aurait l'avantage de réduire notre ratio de dette sur PIB, on tomberait peut-être en dessous de 100%, et vis-à-vis des créanciers privés, on ne s'en prendrait pas à eux, vous l'avez bien compris, limite ça les rassurerait, parce qu'on serait facialement moins endetté, et ça permettrait surtout de s'endetter à nouveau, on pourrait recommencer. C'est vrai que le plan de relance, 100 milliards d'euros, c'est un petit peu maigrichon, vous regardez les États-Unis, ils sont à presque 2000 milliards, rien que pour un plan d'urgence. Voilà pour le beau scénario de l'annulation. Mais alors comment vous expliquez qu'il y a autant de monde qui soit contre? Écoutez, d'abord, vous avez l'argument moral. Je l'ai dit tout à l'heure, si l'État annule sa dette, mais pourquoi il n'annulerait pas la mienne? Pourquoi je paierais mon emprunt immobilier si l'État, lui, ne rembourse pas ses dettes? Et puis si on peut annuler comme ça, pourquoi on lève des impôts? Après tout, on n'a qu'à financer tous nos services publics en empruntant à la BCE et on annule derrière, c'est réglé. Monde Donc, magique. Voyez, on est dans l'aléa. c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. En plus, c'est pas dit que tout se passe aussi bien que je l'ai décrit, parce que les frugaux, les Allemands, les Autrichiens, c'est pas dit qu'ils laissent passer. Et puis en plus de ça, très intéressant, vous avez quand même pas mal de monde qui trouve des vertus à la dette. Je parlais de Bruno Le Maire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit Bruno Le Maire? Il dit cette dette, elle nous fait prendre conscience qu'il faut qu'on se réforme, qu'après la crise, il faudra par exemple réformer les retraites. Dans le langage de gauche, on va appeler ça la stratégie du choc.
Et puis vous avez à gauche, par exemple, Esther Duflo, dont j'ai parlé tout à l'heure, prix Nobel d'économie. Elle dit, c'est une occasion inespérée d'augmenter fortement la taxation des plus riches. Et oui, et là on serait dans une logique, si vous voulez, complètement de gauche. Elle rappelle d'ailleurs opportunément que sous Eisenhower, après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, à un moment, la taxation des plus riches, elle est montée à 96%. Autrement dit, 70%, la taxe à 70% de François Hollande, c'était presque petit joueur comparé. Éric C'est Zemmour. le grand argument de Piketty et donc de Esther Duflo, sauf qu'il est largement erroné. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous. Nous, en Europe, on est les rois de la taxation. Mais en vérité, avec toutes les exonérations, c'est beaucoup moins fort qu'on ne le dit. C'est la différence entre ce qu'ils appellent le facial et le réel. Et là, c'est la même chose. Le 90% d'impôts sur le revenu pour les plus riches, c'était facialement. Mais en vérité, avec toutes les exonérations, ils ne payaient jamais 90%. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, les Anglais aussi étaient comme ça. Et qu'est-ce qui se passait en 71 ? Les Rolling Stones sont venus s'installer en France pour ne pas payer d'impôts parce qu'ils payaient trop d'impôts en Angleterre. C'était le monde à l'envers par rapport à aujourd'hui. Et on l'a oublié. Donc c'est pas... non mais Piketty et Esther Duflo, ils sont obsédés par les riches. Bien sûr. Merci, C'est un problème monsieur. psychanalytique. Ouais, merci, merci. Mais franchement, Merci pour ce regard. Dans un instant, on va vous entendre sur l'Allemagne qui a fermé en grande partie ses frontières. On en parle dans un instant. Avec vous, Jean-Sébastien Ferjou, abordons à présent la souveraineté industrielle. Il n'y a qu'un pas avec tout ça. Thème qui est revenu en force depuis la crise sanitaire. Bruno Le Maire a jugé inacceptable hier la dépendance de l'Europe à l'égard de l'Asie. Oui, parce qu'il parlait d'un cas très particulier, qui est une entreprise effectivement française et européenne qui pourrait être achetée par une entreprise asiatique sur le secteur des composants électroniques. Donc c'est un enjeu incontestablement. Et se poser cette question-là, évidemment qu'il faut se la poser, à commencer par pour des raisons politiques, à défaut de raisons économiques. On voit bien que c'est devenu un sujet et que la pandémie a fait que les gens se posent la question, nous n'avions pas de masque, nous n'avons pas de vaccin, il faut que nous soyons capables de produire des choses dont nous avons vraiment besoin au quotidien. Donc oui, se poser la question de la souveraineté industrielle, c'est une très bonne question, parce que si on le regarde dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il arrive à un pays désindustrialisé, comme c'est largement le cas pour la France ? On perd notamment l'innovation, parce que l'innovation, bien souvent, c'est dans l'atelier que ça se passe. C'est-à-dire que le chef d'atelier, il se rend compte qu'en produisant comme ça, plutôt que de la manière dont on faisait la veille, c'est beaucoup plus efficace. Et donc l'innovation, bien souvent, elle est à l'atelier au moins autant que dans les laboratoires de recherche fondamentale. La productivité est bien plus importante dans le secteur de l'industrie qu'elle ne l'est dans le secteur des services. La démocratie sociale aussi, même la démocratie tout court d'ailleurs, c'est construite avec l'industrialisation sur le fait que les gens étaient présents dans les mêmes endroits, et on voit bien que c'est plus difficile dans le secteur des services. Donc il y a des tas de raisons pour se poser la question de la souveraineté industrielle. La promotion sociale. Beaucoup plus dans les industries que dans les services. Mais exactement, et c'est toujours le cas, effectivement. Et quels sont les secteurs qui sont véritablement stratégiques ? Mais ça, c'est la question, parce qu'une fois qu'on a parlé de la désindustrialisation, qu'est-ce qu'un secteur stratégique ? Je vous parlais des vaccins. Est-ce que les vaccins, ou des tests, oui. Est-ce que les masques même d'ailleurs, oui. Les masques sont-ils un secteur stratégique ? C'est complètement absurde. Là, on est dans un problème d'anticipation, on est dans un problème de commande publique, on est dans un problème de management, de mauvaise gouvernance de l'État. On n'est pas dans un problème de production. Il n'y a aucun avantage à produire des masques. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui se sont mis à en faire et puis qui sont restés avec des masques sur les bras parce que des pays étrangers les produisaient à moins cher. Ce qui a un intérêt, c'est de produire là où vous avez un avantage comparatif malgré tout, là où vous pouvez mettre de la valeur ajoutée, parce que les coûts du travail en France sont plus élevés que ce qui sont à l'étranger. Donc il faut se spécialiser sur des secteurs où il y a un intérêt à le faire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de secteur stratégique en soi. Alors, pas les tests, pas les masques. En revanche, la défense, ça, c'est un véritable secteur stratégique. Parce que là, dans un cas de conflit, et on voit bien que potentiellement avec la Chine, ça pourrait se tendre beaucoup sur le siècle qui vient. Oui, nous avons besoin d'une autonomie sur la défense. Nous avons certainement besoin d'une autonomie aussi pour pouvoir construire notre souveraineté numérique, que toutes nos données ne soient pas absorbées par d'autres. Ça a du sens. Ce qui aurait du sens aussi, c'est de regarder quels sont les points forts de la France. L'agroalimentaire, par exemple. L'agroalimentaire ou l'aéronautique, que nous avons assez largement abandonné ces dernières années. Mais tout n'est pas stratégique. Et le problème, c'est que quand Bruno Le Maire nous a expliqué que Carrefour était un enjeu stratégique, ça n'a aucun sens. Parce que ça se retourne même contre nous. Parce que la compétition internationale, nous la jouons quand même. Dernière question, après je vous donne la parole à Éric Zemmour. Je vous vois songeur. Non, j'écoute attentivement.
Est-ce que le gouvernement, ça c'est la question, se donne vraiment les moyens de ses objectifs de souveraineté industrielle ? J'ai envie de vous dire, c'est là où le bas blesse, ou pour citer Bossuet, même si c'est une phrase apocryphe apparemment, Dieu se rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà, exactement. Parce que le sujet pour le gouvernement, c'est de créer un environnement favorable à l'industrie française. Mais pourquoi nous sommes-nous désindustrialisés ? Déjà, il y a l'euro, pas en soi l'existence euro. Le niveau de l'euro, la parité de l'euro. Alors Bruno Le Maire, il est ministre des Finances. L'euro, c'est pas la Banque Centrale Européenne qui doit le gérer, c'est le Conseil des ministres, au terme des traités. C'est-à-dire qu'il pourrait en théorie, se préoccuper de la question du niveau de l'euro qui a un impact immédiat sur les industriels français qui exportent à l'étranger. Il y a la question de la complexité réglementaire, de la complexité administrative française. Il y a des étrangers qui préfèrent acheter des entreprises françaises parce que c'est infernal sur les 10 premières années. Il y a la complexité de la législation environnementale. Là, un industriel me parlait, pour vous dire là où nous en sommes arrivés en France, le préfet du département dans lequel il se trouve, c'est une entreprise ancienne et il ne crée pas une nouvelle activité, lui dit: vous n'avez pas l'autorisation d'exploiter, mais je ne vous empêcherai pas de le faire. Ce qui est juste complètement délirant, parce qu'il y a une instabilité juridique. Il y a la question de la formation aussi. Un ouvrier d'aujourd'hui, vous parliez de promotion sociale, mais un ouvrier d'aujourd'hui, en matière de compétences, c'est l'équivalent d'un technicien, voire d'un ingénieur d'il y a 50 ans. Ces questions-là, les résultats scolaires des Français, parce qu'encore faut-il avoir des gens qui sont capables de travailler pour l'industrie, parce que la réalité, c'est aussi qu'il y a des tas d'emplois industriels qui ne sont pas occupés. Là, j'ai un petit dilemme pour vous, Eric. Préférez-vous des immigrés qui viennent occuper des emplois dans l'industrie française ou la désindustrialisation si les Français ne veulent pas les occuper? Ah mais moi je me sors de votre dilemme. J'oblige... Forcer les gens à travailler dans Exactement. les usines. J'oblige les patrons à former les Français. Mais ce qui est loin d'être impossible, effectivement. Mais évidemment. Et c'est les patrons qui veulent pas, c'est la facilité. Non, mais le système, ça fait 40 ans que ça dure. Mais parce que le système d'éducation français s'est écroulé. Même si le gouvernement a fait des efforts sur l'apprentissage, il faut... Alors, on laisse Éric Zemmour réagir à votre chronique parce qu'il reste très peu de temps. Alors, je vais très vite parce que c'est pas... Alors, on pourrait parler des heures, mais on reprendra ce sujet, c'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur des tas de points. Quand vous dites il y a des secteurs stratégiques, etc., bon, d'accord. Sauf que même les masques, ça peut se faire avec des moyens modernes. Il n'y a pas, en vérité, d'industrie de pointe et d'industrie de base. Toutes les industries peuvent être refaçonnées par les robots, etc. Et d'ailleurs, on remarque que dans les pays... ajoutée, en fait. Ah, d'accord. Il y a des pays où il y a le plus de robots, c'est là où il y a le moins de chômage. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc quand vous me dites mon dilemme entre immigration et tout, je préfère les robots et la formation des Français. Et deuxièmement, là où Jean-Sébastien a raison, il y a tout un ensemble, tout un écosystème français qui est une catastrophe. Vous avez raison pour l'écologie, pour les contraintes écologiques, les contraintes administratives, sociales, et tout simplement la baisse des impôts, les impôts de production sur les entreprises, etc. Mais en revanche... Mais on aura cette discussion plus tard. Sur l'euro, il y a des effets à l'existence même de l'euro qui polarisent si vous voulez, le choix des entreprises et des industries en fonction de la compétitivité réciproque. Quand on a une monnaie unique, eh ben, le plus compétitif gagne tout et nous on reste avec le tourisme Jean-Sébastien et les services. Mais bon, non, mais il faudra revenir en parlant de l'euro parce que ça c'est effectivement intéressant. On peut faire un petit cocorico maintenant puisque le 16 février 1785, c'est Antoine de Lavoisier décompose l'eau en hydrogène et oxygène, le portrait d'un scientifique considéré comme le père de la chimie moderne. Marc Menant. Il y a un avant et puis un après, si je puis dire. C'est-à-dire que notre conception du monde n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui nous avons comme réalité scientifique. C'est-à-dire que le vide n'existait pas, c'était l'éther. Enfin, vous avez tout un monde qui tenait presque encore, je dirais, d'une perception d'une nature englobante où on n'arrive pas véritablement à séparer, à expliquer les phénomènes. Alors, il faut faire jaillir de la magie, d'où l'alchimie d'une certaine façon. Vous savez, l'alchimie, pof, on est là et pof, on va transformer le plomb en or. Ça marche pas comme ça. Non, mais Christine, elle a des besoins en ce moment. Comment ça serait bien, le plomb. Non, d'or. Alors, je vous en prie. Il naît dans une famille richissime, donc apparemment, là encore, le destin s'est fait plutôt fraternel, mais maman va disparaître lorsqu'il a 4 ans. Ce qui fait que ça marque forcément l'enfant, mais il a un père qui, pour autant, à cette époque où
la paternité n'est pas spécialement exemplaire, qui fait très attention à lui et qui lui instille l'idée de la réflexion. Et bon, il y a des natures, c'est-à-dire qu'il regarde le ciel, essaie de comprendre pourquoi il y a des éclairs, pourquoi il y a des orages. Tout ça, ça le questionne. Tant et si bien que toute sa vie, il fera en sorte de comprendre la météorologie. Est-ce que l'on peut prévoir comment les nuages se formeront et quelles seront les trombes d'eau qui nous viendront? C'est très intéressant, mais il n'y a pas que ça. Il y a dans les salons, dans sa jeunesse, il y a eu l'époque des philosophes, vous savez. Alors on faisait virevolter le verbe lorsque le petit Zemmour était gamin comme ça. Vous voyez, on était loin du rap. Et donc on s'enchantait avec les mots. Mais là, ce sont les expériences scientifiques. Alors on se retrouve le soir entre nobles, bourgeois, et on essaie de faire jaillir l'électricité. Ça va lui valoir à 20 ans un premier prix, car la ville de Paris, entre autres, essaie de comprendre comment on pourrait mieux faire resplendir les rues la nuit, donc comment éclairer la cité. Il gagne la médaille d'or. Il a la chance d'être passé par le lycée des 4 régions, qui, lui, est l'endroit où on s'imbibe des sciences. Les mathématiques, la botanique. Alors la botanique, c'est quoi? Ce sont les sciences naturelles. Mais que de questions on peut se poser. Par exemple, si vous êtes un peu curieux, je suis certain que ça vous est arrivé, vous étiez gamin, vous regardiez la cheminée, vous voyez les bûches qui se décomposent, qui partent en fumée. Alors, vous vous dites, comment expliquer le phénomène? Qu'est-ce qui fait que la bûche, elle brûle? Tout le monde ne se pose pas la question. Ah ben oui, lui, il se la pose. Et c'est comme ça qu'il fera jaillir l'oxygène. Il comprend que c'est l'oxygène, le carburant, qui conduit à cette volatilisation. Et de cet oxygène, il s'intéresse à l'air. Qu'est-ce que l'on respire? Parce que l'anatomie, ça ne lui a pas échappé aussi. Et c'est comme ça que nous célébrons aujourd'hui le jour où il a placé l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre. Il a fait jaillir l'hydrogène. Et ça donne la célèbre formule H2O. Le petit Zemmour, il a bien appris ça. Alors, ça, les expériences, ça le prend du matin au soir. Mais il achète, grâce à la fortune familiale, une charge de fermier général. C'est-à-dire qu'il collecte les impôts au nom du roi. Au passage, vous prenez votre petit bénéfice, bien évidemment. Et il peut construire son laboratoire. Le matin, se lève à 5 heures. De 6 heures à 9 heures, la gamberge, et il essaie de faire scintiller les éléments. Ensuite, pendant 4 heures, qu'est-ce qu'on peut prendre aux uns et aux autres pour pouvoir garnir sa propre bourse? L'après-midi, on va à l'académie parce qu'à 24 ans, il est tellement extraordinaire qu'il est élu à l'Académie des sciences, à 24 ans. Et puis, eh bien, le soir, à partir de 19h jusqu'à 20h, la petite soupe vite fait, et à nouveau, eh bien, les expériences. L'homme de science, l'amour des sciences. Est-ce qu'il aurait bien la science de l'amour? Mais oui, bougre de bougre. Il rencontre la belle petite Marianne. Non, elle est beaucoup plus jeune que lui. Mais alors, tous les deux, ils sont tourloupes. On se raconte parfois des petits boniments. Eux, c'est comment on peut comprendre les choses. Elle devient son assistante. C'est formidable. Ils s'embrasent littéralement. Malheureusement, la vie se réforme, si je puis dire, la révolution pointe. On lui demande de représenter les nobles aux États généraux. Il rédige et il dit, eh bien, le bonheur doit être pour tous, fini les inégalités. Le voilà dans le grand rouleau. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? On peut se dire qu'il va changer le monde. Mais malheureusement, il a une mauvaise intuition. C'est lui qui est à l'origine des fameux bons, vous savez, qui permettent de régler le crédit. Les assignats? Les assignats. Les deutophiles. Et tout ça s'effondre. Donc il sera arrêté pour avoir spéculé. Et voilà ce jeune homme merveilleux qui, sous la terreur, est en prison. Et pour autant, alors qu'on sait bien qu'il est menacé, il sera condamné à mort, eh bien pendant les 5 mois, il est enfermé avec son crayon, son papier dans la prison. Et il essaie d'expliquer les secrets de la transpiration et de la respiration. Ça donne des volumes incroyables et qui sont marqués
par ce saut, cette transpiration Merci de la beaucoup, mort Marc qui se Menon. présente. Il a fini guillotiné. Oui, et il aurait dit, alors on ne sait pas ce que c'est la légende ou pas la légende, il aurait dit j'ai besoin encore de quelques mois de travail, laissez-les-moi et après je serai guillotiné. Et un révolutionnaire, je ne sais pas si c'est Barrère ou je ne sais pas si c'est apocryphe, aurait dit la révolution n'a pas besoin de savants. Alors c'est tout à fait Merci, exact. J'ai Marc retrouvé Menon. ça, mais Il pas nous le reste nom. peu de temps. Il nous reste peu de temps. Non, mais... Vous grignotez sur la chronique de monsieur et on va parler des frontières. Pas de grignotage. On vous voit venir, Marc Menon. Rien en dehors des repas. Il aime grignoter. Regardez la bûche se consumer. Éric Zemmour. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Allemagne a fermé en grande partie ses frontières avec le Tyrol autrichien et la République tchèque, s'attirant ainsi la réprobation de l'Union européenne Et de la Commission de Bruxelles. et de la Commission de Bruxelles, et même de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, oui, peu importe. J'ai pas vu ça. Mais est-ce que l'Allemagne joue pas un peu trop perso? Alors, c'est même du comique de répétition. En mars dernier, 2020, Madame von der Leyen, ça y est, j'ai bien prononcé là cette Oui. fois, bon, allemande donc, avait dit, un peu à la manière de notre Emmanuel Macron, c'est stupide de fermer les frontières. Et le lendemain, Madame Merkel, autre allemande, avait fermé les frontières avec la France, avec les pays voisins. Et cette année, rebelote, nous avons Madame von der Leyen qui hurle à la mort en disant fermer les frontières, c'est une imbécilité, etc. Et le ministre de l'Intérieur allemand, un bon bavarois, lui répond c'est pas le moment, j'ai noté, ce n'est pas le moment de nous faire la leçon. Ça veut dire tais-toi et à la niche. Je pense que les Allemands ont raison. D'abord parce que tous les pays qui ont fermé leurs frontières depuis 1 an, ce sont les pays qui ont le mieux combattu l'épidémie, le virus. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais en tout cas, on voit bien que c'est une raison majeure. Et deuxièmement, je répète que la Commission de Bruxelles, bien qu'elle se soit arrogée des pouvoirs récemment, sous l'inspiration de la France en particulier, n'a pas de compétences en matière de santé. Donc elle n'a rien à dire à l'Allemagne. L'Allemagne est souveraine en matière de santé et on n'a pas délégué de compétences en matière de santé à la Commission de Bruxelles. Donc les Allemands ont raison. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, nous, on est un peuple peu politique, idéologique. C'est typique dans ce cas-là. Nous, ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron refuse de fermer les frontières. Il l'a fait, paraît-il, je demande à voir, il y a quelques jours. Ça fait 1 an qu'il nous embobine avec sa fameuse phrase « Le virus n'a pas de passeport ». Tu parles, Charles. En fait, il a un passeport, puisque justement, quand les gens rentrent, avec le virus, il nous contamine. C'est même la deuxième vague, d'après Didier Raoult, c'est justement à cause du retour d'une immigration venue d'autres pays, etc., de Français venus d'Afrique du Nord, etc., qui nous auraient contaminés. Donc vous voyez, le virus, il a évidemment un passeport. Évidemment que ce sont les Chinois qui, en Italie, ont lancé la contamination en Europe. Tout le monde le sait aujourd'hui. C'est pas infamant pour les Chinois, c'est comme ça, ils étaient malades, Donc évidemment qu'on doit fermer les frontières, donc les Allemands ont tout à fait raison. Mais on voit bien qu'il y a un problème idéologique. Nous, on raisonne idéologiquement, les Allemands raisonnent pratiquement, et je vais dire pragmatiquement. Donc c'est ça la différence, et moi je trouve qu'ils n'ont pas à recevoir de leçons de la Commission européenne, et d'ailleurs les Français ne disent rien et se taisent et feraient bien d'en faire autant. Peut-on parler d'un retour des frontières et des nations alors que l'Europe, en instaurant un plan de relance ainsi qu'en mutualisant l'achat des vaccins, renforce justement son rôle? Alors il y a effectivement 2 mouvements. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que Marc est le roi des anniversaires. Le 17 février, c'est demain donc, oui. Demain. C'est l'anniversaire de l'acte unique européen, le 17 février 1986. Et l'acte unique européen, qu'est-ce que c'est? C'est l'instauration des 4 libertés fondamentales de l'Union européenne: liberté des marchandises, liberté des capitaux, de mouvement des marchandises, de mouvement des capitaux, de mouvement des hommes et des services, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est la 4e liberté. Et donc c'est effectivement l'abandon de toutes les frontières à l'intérieur
de l'Union européenne, ça a 35 ans. Donc effectivement, on se rend compte aujourd'hui des dégâts que ça provoque. C'est-à-dire que c'est comme la discussion avec Jean-Sébastien tout à l'heure sur l'industrie, de quoi on manque, etc. C'est la même discussion. On s'est rendu compte avec cette épidémie des dégâts qu'ont causé ces 4 libertés. On l'avait déjà vu avec la vague migratoire en 2015, on l'avait déjà vu avec la désindustrialisation, en tout cas française, mais on pouvait dire les Français sont désindustrialisés à cause de l'absence de frontières, mais les Allemands ont réussi à ne pas être désindustrialisés. Donc vous voyez que c'est possible. Vous voyez, il y avait toujours des discussions. Là, on voit bien avec le virus que les frontières, l'absence de frontières, les libertés du marché européen ont causé des dégâts irréparables. D'abord, ce qu'a expliqué Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est qu'on manquait de tout. On n'avait rien stocké, etc., parce qu'on était persuadé que le flux suffirait. Et puis, deuxièmement, là, on voit bien que les frontières peuvent être un moyen de contrôler et d'arrêter l'épidémie. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, Christine, il y a un autre mouvement, et qui est surtout poussé par la France, d'Emmanuel Macron. C'est ce que je dis toujours ici, le fameux moment hamiltonien. Ça, c'est le grand fantasme des européistes. Vous vous souvenez de notre débat avec Clément Beaune, Emmanuel Macron aussi. Qu'est-ce que c'est ? Je rappelle pour la 10e fois, Hamilton, secrétaire d'État, je crois, aux finances américaines, qui profite de la dette pour fédéraliser la dette de tous les États américains, et ce qui a permis, ce qui a été l'origine de la naissance véritable des États-Unis, des États-Unis, régime fédéral des États-Unis. Moi, je suis plus dubitatif là-dessus parce que je pense que c'est la guerre de sécession et la victoire du Nord qui a vraiment fait le régime des États-Unis fédéral. Mais passons. Donc, effectivement, vous avez raison. Il y a 2 mouvements. Le mouvement hamiltonien. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'emprunt commun et les vaccins. Les vaccins, c'est la même chose. Alors, permettez-moi d'être très dubitatif. Sur les vaccins, je ne vais pas relancer la machine, parce que quand même, l'Union européenne s'est vautrée de façon absolument lamentable. Les Anglais les ont ridiculisés. Donc, on ne va pas reprendre cette discussion. Mais même sur l'emprunt, tout le monde est content parce qu'on a plein de sous et tout. Je rappelle, vu la discussion sur la dette, que pour la France, je ne parle pas de l'Italie et des autres, pour la France, nous allons toucher, je crois, 40 milliards et on devra rembourser à terme plus de 60 milliards. Ouais, c'est... Le remboursement, parce qu'on ne remboursera jamais. Non, mais vous êtes un détophobe. Et donc, évidemment, mais moi, je suis légaliste et je pense qu'on peut rembourser. Non, vous voyez, je taquine, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous, ce n'est pas vraiment intéressant. Et puis, surtout, la vraie discussion, c'est est-ce qu'on doit remettre des frontières ? Il y a l'industrie, dont a parlé Jean-Sébastien, il y a l'immigration. Donc c'est une vraie discussion. Alors évidemment, en face, il y a toutes les règles de l'Union européenne qui interdit les frontières. Et il y a surtout, en vérité, une idéologie. Parce que c'est l'alliance, la vieille alliance, dont je parle souvent aussi avec Jean-Claude Michéa, vous savez, qu'il a très bien analysé, des libéraux et des libertaires. Les libéraux, à droite, qui veulent le marché, et même le marché mondial, qui font de l'Union européenne, non seulement il n'y a pas de frontières à l'intérieur de l'Union, mais il ne faut pas qu'il y ait de frontières non plus à l'extérieur, pour que toutes les marchandises, pour qu'il y ait du commerce, le libre-échange, etc. Et les libertaires qui, eux, à gauche, dans la lignée de Cohn-Bendit et tout cela, veulent absolument détruire les peuples européens, pour qui la notion même de peuple est quasiment raciste, et barésienne, et maurassienne. Et donc pour eux, j'ai lu des interviews de Cohn-Bendit là-dessus, la notion même de peuple pue. Et donc ils veulent détruire les peuples par l'immigration. Comme ça, il y aura des diasporas partout, et on pourra, ne plus parler du peuple français, du peuple allemand, etc. Il y a cette alliance à Bruxelles, au sein de l'Union européenne, entre les partisans du marché général et les partisans de l'humanitarisme général. Et eux ne veulent pas de frontières. Et ils ne veulent pas de frontières, et ils veulent profiter de l'Europe, non pas seulement pour inventer des États-Unis d'Europe. À la limite, il y aurait au moins une frontière à l'extérieur, mais pas de frontière du tout. Vous voyez, c'est ça l'idéologie qui règne dans les milieux bruxellois, etc. J'ai une dernière question, risque peut-être de me répéter. Faudrait-il fermer toutes les frontières ? N'est-il pas plus judicieux d'avoir une politique sanitaire commune ?
Alors, moi, ce que je vois, c'est que le virus, je répète, nous a appris que ne pas respecter les frontières pouvait être mortel. Je considère, moi, que ce que j'appelle l'invasion migratoire peut être aussi mortelle pour les peuples européens. Donc je pense que nous devons réfléchir. C'est pas facile, hein, parce que je vois d'avance les arguments de Jean-Sébastien, de Dimitri, Marc. On va leur donner la parole. Mais je vois d'avance. Sur l'invasion migratoire. Parce que je pense que Marc est moins libéral que mes deux camarades. C'est pas tout Les à fait frontiérophiles ou les frontiérophobes? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais très bien qu'il y a un problème, c'est qu'il faut à la fois garder les avantages, parce qu'il y en a, je vous l'accorde volontiers, du grand marché européen, et donc de l'absence de frontières, ne pas arrêter tous les camions qui passent, en gros, et en même temps se protéger de l'invasion migratoire. Et vous voyez, il y a un conflit, là, il faut le reconnaître. Il y a une contradiction, il y a un affrontement. Je ne sais pas comment on en sort. Je pense qu'il faut déjà poser le problème, l'avouer, le reconnaître, ne pas se contenter de dire « mais on va faire des frontières à l'extérieur » comme fait Emmanuel Macron avec Frontex. Vous avez vu que Frontex est très contesté, encore une fois, par les mouvements de gauche au sein de l'Europe, etc. Donc ça ne réglera pas le problème. Donc il y a une vraie question. Il y a une vraie discussion. Vous savez, la question même de frontières, il y a toujours des frontières en vérité. Parce qu'on a supprimé les frontières et à l'extérieur de l'Europe et entre les pays. Mais on a réinventé les frontières. Le confinement, c'est une frontière à l'extérieur de chez soi. Ça, c'est pour la santé et pour l'épidémie. Mais les codes, par exemple. Marc me taquinait sur mon enfance. Mais moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de code aux entrées des immeubles. Mais c'est une frontière. Pourquoi? C'est parce que, évidemment, on a supprimé les frontières nationales. Il y a eu une invasion migratoire et le résultat, c'est de l'insécurité. Et donc, on met des codes partout et donc chacun se protège. Invasion migratoire, des mouvements migratoires. Mais moi, j'appelle ça une invasion migratoire. Mais vous avez le droit d'appeler ça un mouvement migratoire. Chacun son vocabulaire. Moi, j'admets votre vocabulaire, ma chère Christine. Donc, ce que je veux dire sérieusement, c'est que la frontière, c'est relatif. C'est qu'il y a toujours des frontières, simplement on ne sait pas où la mettre. Moi, je pense que la frontière nationale, c'est encore ce qu'on a fait de mieux. Mais je reconnais, et j'admets, et j'attends vos remarques, je reconnais qu'il y a une vraie discussion sur comment on fait pour concilier avec les nécessités du grand marché, etc. C'est ça, c'est une vraie question. Dimitri, en regard, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, moi je ne pense pas quand on est libéraux, on est forcément no border. Je veux dire. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une alliance entre les libéraux et les libertaires. C'est pas pareil. J'ai entendu, mais assimiler ça, dire que quand on est libéral, on ne veut pas de frontières, c'est faux. Regardez les grandes puissances économiques. Vous prenez les Chinois, il y a quand même des gens qui sont des ultra-capitalistes. Ils ont une notion quand même extrêmement ferme de la frontière. Les États-Unis, c'est la même chose. C'est des libéraux, les Chinois. Les Britanniques. Je veux dire, non, mais on peut être défenseur du libre marché et de la circulation des biens et aussi avoir une conscience forte de la nécessité de la souveraineté. Oui, l'histoire allemande, moi, ça me fait dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un sérieux problème avec Schengen, avec le respect des traités, à savoir que ça fait un an que maintenant on s'affranchit de règles qu'on pensait immuables. C'est la même chose sur la dette. On est en train de nous dire que les traités, c'est pas grave, ça s'interprète. On avait eu la même chose avec Mario Draghi en 2012 avec la BCE, etc., etc. La question que je pose aujourd'hui, c'est l'acte unique. Qu'est-ce que ça vaut juridiquement? Est-ce que c'est une règle en or? Et la preuve que non. Éric Zemmour, ensuite Jean-Sébastien Ferjou. On remet en Ferjou. cause ces règles parce qu'elles ne sont pas adaptées en période de crise. Donc, en vérité, elles sont mauvaises. Jean-Sébastien Ferjou, ensuite Marc Menon. Je crois qu'il faut être ni frontiérophile ni frontiérophobe pour... D'accord. Mais je vous dis, c'est une vraie question. Je pense que la frontière a un intérêt, ne serait-ce que parce que le groupe a besoin tout simplement de savoir où est sa limite pour avoir une cohésion. Sinon, si vous êtes un peu tout, vous n'êtes rien vraiment. Absolument. Maintenant, vous rebondissez sur ce que disait Dimitri en disant « Ah, les Chinois sont des libéraux ». Non, justement, ils appliquent une forme de capitalisme. Oui, non, mais et c'est toute l'indistinction entre le libéralisme et le capitalisme. Là, on est d'accord. Peut-être faites-vous la confusion, en tout cas dans la manière dont vous en avez parlé ce soir, entre une forme de capitalisme financiarisé et le libéralisme, parce qu'un vrai libéral va vouloir la concurrence, et une concurrence juste. Or, force est de constater, si on est un minimum réaliste, que ça n'existe pas à l'échelle du monde. D'où l'intérêt de l'espace européen, où nous avons réussi jusqu'à l'euro, en tout cas la parité qu'on a accordée à l'euro, à gérer plus ou moins une juste concurrence au sein de l'espace européen. En revanche, il faut nous protéger
vis-à-vis de gens qui ne jouent pas. Et là où on peut reprocher à l'Europe de s'être montrée très naïve, c'est justement sur ce terrain-là. Après, on peut être très mauvais à l'intérieur des Français. Regardez la France, on l'a été bien plus que l'Europe ou que d'autres pays européens, ou on peut être très mauvais à l'échelle européenne. On est agnostique. Moi, je ne crois pas en la naïveté de l'Union européenne. C'est une idéologie. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. La naïveté naît de cette idéologie. L'idéologie, c'est que l'Europe n'est qu'une annexe de la mondialisation. Ce n'est que le cheval de Troie de la mondialisation pour un grand marché mondial, comme un grand gouvernement mondial. Les européistes sont sur cette ligne. Vous avez beau me dire, on n'est pas nos borders, eh bien si. En vérité, ils sont nos borders. Simplement, ils sont nos borders pour l'argent et pour l'immigration aussi. Tout ça va de pair, je suis désolé de vous le dire. Et tout est bon pour l'argent. En l'occurrence, par exemple, on prend des mesures contre les OGM. Eh bien, on contourne ça au niveau du commerce, puisque vous allez avoir, par exemple, des animaux qui vont manger des OGM au Brésil, et après, on va nous faire revenir les bêtes en question chez nous. Et il y a des miracles comme ça, des tours de passe-passe, qu'il faut qu'on n'arrive plus du tout à savoir d'où ça vient. On fait circuler, et à la fin, on a l'illusion que l'on a appliqué les bonnes intentions pour ne pas être victime de ces effets scientistes, et puis on est confronté à la réalité. Éric Zemmour, 30 secondes Oui. pour le dernier mot. J'aime bien moralité. Moralité. Non, mais lorsque vous avez entendu une moralité. justement les Non, mais échanges alors, des sérieusement, il y a le vrai sujet. Moi, je pense Comment que le conjuguer sujet, tout ça ça va être la frontière. Où est-ce qu'on la met et qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, Dimitri a raison sur un point. Les règles, puisqu'on célèbre les 35 ans de l'acte unique, tout ça est mort. Ça, vous avez tout à fait raison, c'est mort. Donc, comment on refait des règles? Comment on reprend? Parce qu'on a tout, on ne respecte plus rien, plus aucune règle. Donc, toutes les règles qu'on nous a imposées depuis 35 ans, aujourd'hui, plus personne ne Schengen est plus Merci. Merci, messieurs. Peut-être un sujet pour demain, je ne sais pas. Si... En tout cas, on reprendra prolonger la discussion. Merci, messieurs, pour cette émission. Tout de suite, Pascal Praud et ses invités. Nous, demain, à 19h, c'est News.